Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Cosette Gergès. Elle est venue nous parler, c'est nutritionniste, et elle est venue nous parler de l'introduction des aliments. Chaque enfant passe par cette phase-là. C'est une phase obligatoire pour nos enfants. Et on a souvent beaucoup de questions. Elle nous a parlé, entre autres, de l'introduction qui est plus classique, donc par la purée, entre autres. Et elle nous a parlé aussi de la DME, dont on entend parler depuis peut-être 7-8 ans. Alors, elle a démystifié tout ça pour nous. C'était intéressant comme conversation. J'en ai appris malgré mes 4 enfants. Donc, j'espère que vous allez en apprendre vous aussi. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour, Cosette! Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter un petit peu, puis dire pourquoi tu es ici. Tu es ici pour nous parler de nutrition. C'est ta spécialité. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour. Merci pour l'invitation. Merci pour ta confiance. Alors, je m'appelle Cosette Gergès. Je suis nutritionniste diététiste spécialisée en pédiatrie. Donc, j'ai le même bac que toutes mes autres collègues, mais je me suis spécialisée en pédiatrie depuis 2003. Je suis allergique aux adultes. J'aime beaucoup les parents. J'aime beaucoup les parents de jeunes enfants. Donc, je me suis spécialisée dans cette tranche d'âge, le 0,5 beaucoup, mais on va jusqu'à 17 ans. Alors, j'ai travaillé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont jusqu'à 2016. Donc, c'est là où j'ai vraiment développé mon expertise auprès des enfants, auprès des familles, auprès des femmes enceintes, auprès des femmes qui allaitent. Donc, pour essayer d'avoir une vie de famille un peu plus, comment je dirais, présente. Je voulais être présente auprès de mes enfants beaucoup plus. Alors, j'ai décidé de me retirer du milieu public et d'aller explorer un petit peu le milieu du privé. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour l'entrepreneuriat. Alors, voilà, depuis 2016, je suis la cofondatrice de Nutritionniste en pédiatrie avec ma collègue Marjorie Edger, qui était également ma collègue à Maisonneuve-Rosemont. À l'hôpital. Et voilà, qui est venue me rejoindre également pour les mêmes raisons, pour essayer d'être là présente aussi pour les enfants beaucoup plus souvent que ce qu'on aurait pu le faire avec le milieu du public. Bien, j'étais vraiment contente. Quand je t'ai écrit, on reçoit tout de suite un courriel de réception de votre part écrivant que votre priorité reste votre famille, que vous vous donnez un temps X pour répondre à vos courriels. Mais ça, je trouve ça merveilleux dans l'entrepreneuriat. Puis ça démontre aussi toute ta passion pour les enfants aussi, parce que tu mets tes enfants en priorité. Donc, j'ai vraiment trouvé ça bien. Ça arrive pas souvent qu'on a des messages comme ça, puis j'ai vraiment trouvé ça... ça m'a touchée de voir ça, puis ça m'a mis en confiance aussi. Et ça m'a dit que j'avais fait la bonne chose de t'inviter ici aujourd'hui. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler de nutrition. Oui. On va se concentrer plus, parce qu'on va te recevoir dans un autre podcast plus tard. On va se concentrer aujourd'hui plus sur l'introduction des aliments, sur comment tu conçois justement la nutrition chez les tout-petits au début, puis un petit peu plus tard après. Mais vraiment, comment ça se passe, comment, d'un point de vue nutritionniste. Donc, par où on commence? Par où on commence? Par où on commence? On commence par les recommandations officielles. Oui. On part vraiment, toutes nos recommandations sont basées sur les recommandations officielles. Et ça, peu importe l'approche que les parents vont vouloir prendre pour diversifier leur enfant. Donc, pour introduire autre chose que du lait, que ce soit du lait maternel, que ce soit des préparations pour nourrissons, on peut y aller par l'approche qu'on appelle traditionnelle ou classique, ou celle recommandée par Santé Canada. Donc, on peut débuter par les purées. Donc, c'est une texture qui est en purée et c'est le parent qui nourrit l'enfant. Donc, il n'y a pas d'autonomie dans cette approche-là. On commence vraiment par la cuillère, on l'approche, bébé ouvre la bouche. Il va commencer à manger de cette façon-là et graduellement, en vieillissant, plus le temps avance, plus on épaissit les purées et graduellement, on introduit un petit peu plus de texture dans son alimentation et pouf, vers l'âge de 9 mois, les petits morceaux apparaissent et on se dirige vers une alimentation de table qui apparaît vers, je te dirais, 18 mois, 2 ans. En règle générale, ça ressemble vraiment au reste de la famille, des fois coupé encore. Et la recommandation pour débuter l'introduction des aliments, c'est vers l'âge de 6 mois, mais pas avant 4 mois. OK. Donc, vers l'âge de 6 mois, pourquoi j'insiste vers l'âge de 6 mois? Parce que jusqu'à 6 mois, d'un point de vue nutritionnel, un enfant n'a pas besoin d'autre chose que du lait maternel ou une préparation commerciale approuvée par Santé Canada, bien évidemment, jusqu'à l'âge de 6 mois.
Sauf que des fois, il y a des enfants qui vont démontrer un intérêt un petit peu avant. Des fois, pour des raisons médicales, le médecin ou le pédiatre va demander ou va recommander aux parents de débuter l'introduction des aliments. Des fois, c'est pour la prévention des allergies alimentaires. Des fois, pour le reflux. Il y a d'autres raisons pour lesquelles, des fois, on va recommander avant l'âge de 6 mois. Puis des fois, le parent va dire, je le sens, mon enfant, il est prêt. Il est prêt, il s'assoit bien, il tient bien sa tête. Est-ce que je pourrais? Et c'est là où la recommandation, elle est vers 6 mois, mais pas avant l'âge de 4 mois. Pas avant 4 mois. Pas avant l'âge de 4 mois parce que le système digestif, le système rénal n'est pas prêt pour recevoir autre chose. Donc, notre approche, nous, dans l'équipe, c'est vraiment pas de pression auprès des parents d'attendre le 6 mois, qu'il faut absolument le 6 mois. Si on voit des signes que bébé est prêt, qu'il y a des raisons vraiment pour lesquelles, plus médicales, qu'il faut débuter avant, on va aller de l'avant puis on va accompagner les familles pour répondre aux besoins du bébé. Et répondre vraiment aux questions des parents. On écoute toujours ce qu'on appelle la petite voix des mamans, là, ou le gros bon sens. Il faut toujours que ça soit là. Oui, on a des recommandations, mais on y va toujours dans la bienveillance, mais remplie de nuances. Il faut vraiment nuancer les recommandations et les adapter aux familles. Oui. Donc, parfois, tu sais, le pas avant 4 mois, parfois, on entend « mon bébé dort pas la nuit », « mon bébé... » C'est pas une bonne raison pour commencer parce que le système du bébé n'est pas prêt. C'est même pas une question de il mange pas assez, il mange pas. C'est le système intérieur. Là. Et voilà. Le système digestif, on préfère pas commencer avant l'âge de 4 mois. Ce qui arrive, c'est que des fois, ils ont des poussées de croissance qui sont à l'extérieur des données qu'on voit dans les livres. Mais c'est pas un robot. Et dans les normal. livres, c'est 3 jours, 3 semaines. Exactement, le 3-3-3 qu'on voit souvent. Mais des fois, ça va arriver, exemple, à 4 mois et demi. Des fois, ça va arriver à 5 mois. Mais on va tout simplement augmenter la fréquence soit de l'allaitement ou augmenter un petit peu les quantités des bois si c'est au biberon. Et ça va répondre à un besoin au niveau énergétique de l'enfant. Mais parfois, si ça perdure encore, bien, on peut consulter un pédiatre, mais avant l'âge de 4 mois, règle générale, on n'introduit pas les aliments. C'est pas une bonne idée. À moins d'une raison médicale, encore une fois. Toujours. Mais sinon, un bébé né à terme et en santé, vers 6 mois, pas avant l'âge de 4 mois. D'accord. Puis j'imagine, vers 6 mois, ça peut être 7 mois aussi, un bébé qui ne démontrait pas du tout d'intérêt, qui n'a pas de signe qui est prêt, qui n'a pas de signe qui veut, ça peut aller un peu plus tard s'il boit bien son lait, j'imagine. Bien, en fait, on essaie de ne pas retarder l'introduction vers l'âge de 6 mois. Pourquoi on parle de 6 mois? C'est qu'on cherche un développement normal chez un enfant de 6 mois. Écoute, il n'y a pas de time timer. Il ne se réveille pas à 6 mois, ding, je suis prêt. Non, c'est vraiment un développement qui va venir au fil, je te dirais, entre 5 mois et demi et 6 mois, c'est incroyable côté développement. Les enfants, ils ne s'assoient pas, puis là, tout à coup, ils s'assoient. Puis quand on dit assis, c'est pas assis au sol sans soutien. C'est vraiment assis dans sa chaise haute, avec un petit peu de support au niveau de la chaise haute. Il ne s'écrase pas tout croche. Il ne faut pas qu'il s'écrase. Et ce qui est important, c'est le tonus. Il faut que son cou tienne bien sa tête. Donc, vraiment, la position tête, cou, tronc, il faut qu'elle soit droite. Il faut que le bébé soit capable de tenir pour la durée d'un repas. Et on s'entend à cet âge-là, c'est quoi? C'est pas très long. C'est pas très long. C'est pas 20 minutes comme nous, là. Il n'y a pas de verre de vin à prendre. Fait que là, c'est vraiment assis pour la durée du repas. 5 minutes, des fois moins. Et voilà, tu sais qu'il y a du tonus, il va pouvoir avancer et reculer auprès de sa au niveau de sa tablette et démontrer un intérêt. Donc, c'est un enfant, là, ce qui va nous regarder manger, il va suivre la cuillère quand on le fait. Il va vouloir, avec sa main, aller chercher des choses. Donc, c'est un enfant qui est prêt. Et lorsqu'on parle, là, j'ai parlé un petit peu de l'introduction par l'approche qu'on appelle traditionnelle ou classique ou progressive, appelez ça comme vous voulez. Mais l'approche DME... qu'on entend beaucoup parler, dont on entend beaucoup parler depuis, je dirais, peut-être 7-8 ans que ça a commencé plus. Oui, de plus en plus, on en entend parler. Mais tu sais, c'est pas une mode. C'est pas... on a toujours fait ce qu'on appelle de la DME. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui l'a nommé. Il a donné un nom à cette approche-là. Qu'est-ce que c'est? Et là, ça a fait boum! La DME, donc, c'est la diversification alimentaire menée par l'enfant. Donc, c'est l'autonomie qui est mise de l'avant. C'est un enfant qui buvait du lait, peu importe la source de lait, et vers l'âge de 6 mois, lorsqu'il démontre les signes qu'il est prêt, peut recevoir des aliments de manière autonome et on met de l'avant les morceaux également. Donc, je te donne un exemple. Un enfant âgé de 6 mois, il démontre les signes qu'il est prêt. Le parent aime l'approche, toutes les valeurs de la DME, va pouvoir présenter des morceaux à l'enfant. Un parent
dont le bébé est âgé d'environ 5 mois, désire l'approche DME, son enfant vraiment a les signes et il aimerait vraiment aller vers cette approche-là, mais on va commencer par des textures plus purées. Okay. Parce qu'au-delà de juste les signes... la position assise de l'enfant, il y a aussi ce qui se passe dans la bouche de l'enfant. Okay? Il y a des mouvements de langue qu'on va attendre avant d'introduire des morceaux. Donc, il faut que l'enfant soit capable de manger comme un crocodile. Donc, vraiment écraser la langue au palais et l'espèce de mâcher. Donc, c'est comme un crocodile. La langue ne va pas à droite, à gauche. Donc, c'est pas une mastication. On ne voit pas la mâchoire qui tourne en rond, la rotation. Donc, lorsqu'un enfant fait ça, c'est vers l'âge de 6 mois. Okay. Mais on peut nourrir un enfant, mettre en avant son autonomie avant, avec des cuillères qui contiennent de la purée. Je l'attends à l'enfant. L'enfant est capable de faire un main-bouche. Vers l'âge de 4 mois, je vous dirais, il commence à faire avec les hochets. Prenez l'exemple des jouets de dentition, ils vont porter à leur bouche. C'est la même chose si je leur donne une cuillère, tremper un peu dans la purée, je l'attends à bébé, la prend, la porte à sa bouche. Ils sont autonomes. Il y a des bébés, je suis convaincue de l'avoir vécu moi-même étant maman, il y a des enfants qui n'aiment pas quand nous, on rentre les ustensiles dans leur bouche. Il y a des enfants qui prônent l'autonomie vraiment dès le début, on le voit, puis ça, c'est vraiment autonome. On va le voir dans d'autres sphères de leur vie, le capable tout seul. Ben moi, c'est comme ça que j'ai débuté la DME avec mon 3e. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Il volait des trucs dans nos assiettes, puis il les portait à sa bouche. Il les mangeait pas, mais il têtait ce qu'il y avait. Puis, puis quand je suis arrivée avec la cuillère, là, tout de suite, il a recraché. Il voulait pas, mais on lui donnait un gros morceau de cocombe, puis tout d'un coup, il têtait le cocombe jusqu'à temps que le cocombe soit en purée, là. Donc, c'est qu'on attend 6 mois pour les morceaux, par contre, pour aller chercher ces mouvements de langue qui écrasent au palais, qui va aller écraser avec les mâchoires. Et les parents qui veulent aller vers cette approche-là, qui est de la DME, on leur recommande fortement d'aller suivre une formation, un atelier qu'on appelle DME, par des nutritionnistes formés en DME, par des personnes qui sont formées, qui ont les connaissances requises pour la faire en toute sécurité et avoir les outils nécessaires parce que les recommandations sont les mêmes, peu importe l'approche, en lien avec l'introduction des premiers aliments. Donc, on parle, de purée, on parle de morceaux, mais il y a aussi le côté nutrition. Donc, le côté nutriments qu'on va aller chercher chez les enfants. Et peu importe l'approche, on va toujours commencer par les aliments les plus riches en fer chez les enfants parce que leurs besoins augmentent grandement entre 7 et 12 mois. Théoriquement, là, c'est les mêmes besoins qu'un adolescent de 14 ans. Donc, en termes de chiffres, on s'entend qu'un adolescent de 14 ans va aller vider le frigo. Un petit bébé assis dans sa chaise, il est là, puis attend. Alors, je dois vraiment cibler les aliments les plus riches en fer pour répondre à cette demande-là qui est présente chez les enfants et qui va rester jusqu'à l'âge de 1 an. Et même au-delà de ça, parce qu'on sait qu'une carence en fer, donc l'anémie qu'on appelle fériprive, c'est la carence la plus fréquente chez les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois. Donc, on insiste beaucoup, on est fatigante, les nutritionnistes, quand on parle souvent du fer, mais c'est hyper important pour le développement du cerveau de l'enfant, pour le développement. L'enfant grandit, donc le fer va aller transporter l'oxygène partout dans le sang, partout dans les organes. Donc, c'est hyper important. Et c'est là l'importance d'aller suivre une formation parce que des aliments en purée, des aliments en morceaux, la texture, donc tout ça rentre en ligne de compte en DME. C'est un peu plus complexe, mais c'est faisable. Donc, une fois que le parent est outillé, il se sent en confiance pour la commencer, bien, c'est parti. Là, c'est une super belle aventure, voir un enfant découvrir les vrais aliments. Tu sais, il n'a pas vu nécessairement, mettons, je prends l'exemple, le brocoli, une purée verte, une purée lisse, une purée épaisse, une purée bâtonneuse, des petits morceaux. Mais il y a vu Monsieur Brocoli en arbre dès le début. Et les jeunes enfants, tu sais, avant l'âge, je te dirais 9-10 mois, c'est une belle ouverture parce que ils sont intéressés par la forme, ils sont intéressés par les couleurs, tout va dans la bouche. Puis c'est à cet âge-là, surtout quand ils commencent à ramper à 4 pattes, ils mettent tout dans leur bouche, tout ce qui est alimentaire et non alimentaire. Donc, je dis aux parents, allez-y, présentez un beau répertoire à vos enfants parce qu'ils sont ouverts à découvrir les aliments avec tout leur sens. Fait que c'est sûr qu'au début, les enfants vont écraser. Pourquoi? Quand ils écrasent, c'est quand même une exposition à l'aliment. Je vous mets en contexte. Des fois, les parents me disent « Mais là, ça fait 3-4 semaines, il fait juste jouer, il y a du plaisir, il y en a un petit peu dans la bouche, pas beaucoup, mais il y en a plus écrasé sur le plateau, il sent, il joue avec, mais
il n'y a pas beaucoup côté apport par la bouche. On sous-estime souvent ce qui rentre par leur bouche jusqu'à temps qu'on ouvre la couche. Ah oui! Quand la couche va bien, ça veut dire que le reste va bien, c'est ça? Voilà, vraiment tout ce qui va rentrer par la bouche d'un enfant va influencer la texture, la couleur, l'odeur, la fréquence des selles. Oui. Donc souvent, on leur dit, est-ce que vous voyez une différence dans la couche? Ah oui. Bon, mais imaginez-vous ce que vous voyez, mais imaginez ce que vous ne voyez pas. Ben oui, qui a absorbé. Oui, voilà. Absolument. Mais tout ça pour dire que les enfants apprennent à connaître les aliments de différentes façons. Je te donne un exemple. Mettons, je t'envoie en Asie. Du jour au lendemain, je t'envoie là, puis là, je te mets devant toi une assiette, mais tu ne connais pas l'aliment, tu ne le reconnais pas. Ça ne ressemble à rien. Tu n'as pas de point de référence. Ah, mettons, ça ressemble à une échalote. Ça ressemble à rien. Est-ce que tu es tenté de le prendre puis de le mettre dans ta bouche? Pas tout à fait, non. Non, hein? Pas vraiment, pas du tout, même. Pas du tout. On est tenté à regarder le voisin. Qu'est-ce qu'il fait avec? Puis là, on va voir, est-ce qu'il prend un ustensile? Est-ce qu'il écrase? Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, à mon tour, je vais regarder. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais sentir. Je vais peut-être prendre un ustensile, puis je vais tasser. Puis, tu sais, le piquer, le couper, l'approcher en petits morceaux, l'approcher, le sentir. Je vais peut-être juste le lécher, prendre un morceau, puis cracher. Absolument. Et voilà. C'est la même chose chez un enfant parce que tout est nouveau pour l'enfant et il va rester nouveau. Même s'il a vu M. Brocoli 15 fois, ça prend de la répétition pour qu'une nouveauté devienne familière chez les bébés. C'est un exemple parfait, je pense. Là, ça illustre parfaitement ce que l'enfant peut vivre. Je trouve ça... Oui. Donc, on leur laisse le temps, on est patient et il y a quand même le lait qui reste quand même la base d'alimentation chez les enfants. Et au début, c'est de la découverte. Si le bébé a du plaisir à s'asseoir, si on mange en même temps que lui ou qu'elle, en famille, le but, c'est que bébé ait le goût de s'asseoir, ait le goût d'explorer les aliments et la quantité, ça je le dis souvent, ceux qui ont suivi mes ateliers vont reconnaître cette phrase-là. La quantité, là, c'est bébé qui la gère de 0 à 99 ans. Okay? De couche en couche, là, la quantité que la personne ingère, c'est sa responsabilité à elle seule. Tu sais, là, on jase, là. Est-ce que tu sais si j'ai faim? Ben non. Moi non plus, je ne sais pas si tu as faim, ni combien tu as faim. Et voilà, la faim varie dans la journée. Des fois, on n'a pas toujours faim nécessairement à 10 heures. Selon les jours aussi. Et voilà, est-ce que c'est une journée où on m'a amené à la piscine faire des cours de natation? Ah, là, je risque d'avoir un petit peu plus faim. Est-ce que c'est une journée où j'ai été stimulée beaucoup côté donc physio? Est-ce que, on a fait beaucoup plus d'exercices, là, je suis plus fatiguée? Ça se peut. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai fait des siestes? Donc, tout ça a un impact sur la faim de l'enfant. Donc, on met en place un encadrement, un cadre chez bébé. On décide l'heure des repas, mais sans attente en lien avec les quantités. Les parents sont responsables vraiment de la qualité des aliments, de la variété des aliments qu'on présente à l'enfant, basé avec toutes les connaissances qu'on va leur avoir transmises durant les ateliers en lien avec le fer, avec les corps gras chez les bébés, avec les aliments riches en vitamine C chez les enfants, qui sont importants également. Et de là, lorsque le cadre, il est là, donc l'heure, l'endroit où je m'installe, les aliments que j'offre et l'ambiance. Vous êtes les DJ du repas. Ça fait, hein? Sans sortir la musique, puis la télé et tout ça. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est le ton de la voix. Est-ce que je ris? Est-ce que je jase? C'est pas le temps de Est-ce que c'est agréable? Oui. Est-ce que bébé a le goût d'être là? Et est-ce que moi, je mange avec appétit? Est-ce qu'il me voit amener les ustensiles, piquer voir les aliments? Les ustensiles, piquer les aliments et les apporter à ma bouche. Donc, les enfants apprennent également par imitation. Beaucoup vient de l'imitation. Et donc, il vous regarde le faire, il va vouloir imiter le même mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer l'aliment nécessairement, mais les enfants apprennent à aimer les aliments que les adultes à qui ils font confiance aiment. Donc, plus ils regardent un adulte manger à répétition plusieurs fois cet aliment-là, il développe un lien de confiance. Ah, s'il le mange puis il a du plaisir, ben peut-être moi aussi, je vais être capable. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Et ça, c'est le même raisonnement, vraiment aller un peu plus vieux également. Mais ça, on en parlera une autre fois. Mais même plus vieux, c'est vraiment le même raisonnement. Tu sais, l'enfant, il faut que lorsqu'il s'assoit à table, qu'il ait le goût de venir. Le plaisir doit être mis de l'avant. Des fois, on perd patience. Puis je comprends. Oui. Un enfant qui mange pas, un enfant qui... Puis on s'inquiète. Puis des fois,
ça nous pousse à commencer à faire l'avion, à faire le petit train, la bouche, 1, 2, 3. Une bouchée pour papy, une bouchée pour mamie, ou les faire rire, puis la bouche ouverte, puis pouf, la cuillère rentre. Ce sont des stratégies très souvent qui viennent à l'encontre du respect et de l'écoute des signaux de faim de l'enfant. Un enfant qui a faim, non, j'ai pas besoin de lui faire l'avion. Il le sait. J'ai pas besoin de le distraire pour rentrer la cuillère. Rendu à l'avion, c'est arrêté. C'est vraiment, on n'a pas besoin de faire ça. Un enfant qui a faim va vraiment aller de l'avant pour découvrir les aliments. S'il n'est pas prêt pour les apporter à sa bouche, puis il y a quand même le lait qui est là. Puis graduellement, avec les multiples expositions, l'enfant va développer cette confiance en lui. Il va développer également des habiletés au niveau motricité fine, au niveau des mains, au niveau de la bouche. Pour être capable d'attraper. D'apporter. C'est beaucoup plus intéressant. En plus d'être capable d'agripper, au début, il va agripper vraiment ce qu'on appelle la prise palmaire avec un point. Donc, au début, c'est ce qu'ils vont faire avec un point. Et avec la pratique, donc avec les expositions. Pince, c'est ça. Plus vieilli, vers l'âge de 9 mois, c'est là où on va voir une mastication qui ressemble plus à une vache. OK. On parle du crocodile à la vache. On parle du crocodile à la vache. Donc, tu sais, c'est des mouvements pas très raffiné. On s'entend de mastication, la bouche peut rester très ouverte, mais on voit que la langue commence à faire ce que j'appelle la swing à gauche, la swing à droite. Les mouvements, latéralisation de la langue. Donc, l'enfant est capable de il commence à avoir un patron moteur au niveau de la mastication un petit peu plus mature. Ça commence à apparaître. C'est pas parfait, parce que la maturation de la mastication arrive vers l'âge de 4 à 6 ans chez les enfants. C'est quand même tard. Non, parce que pourquoi on dit de ne pas offrir de popcorn chez les enfants, de bonbons, des choses parce que qui ça collent. passe tout droit. Bien, parce qu'ils n'ont pas encore nécessairement l'endurance et la force pour gérer ce genre d'aliments-là. Donc, ils restent quand même à risque d'étouffement. Nos cocos, pas parce qu'ils sont rendus à 2 ans que je tourne le dos puis je les laisse manger tout seul. Alors, oui, il y a des aliments auxquels il faut faire attention jusqu'à ce que l'enfant, moi, je dis, rentre à l'école. OK. C'est vraiment là où il y a des aliments qui restent quand même à haut risque d'étouffement, donc on les évite. Et là, je dis, tu sais, 4 à 6 ans, il y a des enfants, c'est un peu avant, il y a d'autres... Oui, absolument. C'est vraiment, on adapte selon l'enfant qui est devant nous. Alors, oui, donc on a la mastication en style vache. C'est vraiment parce que lorsqu'on n'est pas devant moi, il faut imaginer la mastication. Donc, on passe de crocodile à vache. Et c'est là où les morceaux peuvent devenir un petit peu plus petits parce que l'enfant est capable de faire la petite pince à 2 à 3 doigts, prendre les aliments et les apporter à sa bouche. Et il évolue, il vieillit, il grandit, les ustensiles deviennent beaucoup plus intéressants. Donc, on expose l'enfant aux ustensiles au début. Ça peut être juste tout simplement pour un jouet. Il se familiarise avec l'objet. Tu sais, moi, quand je te donne un ustensile, en règle générale, l'enfant, peut-être il va l'apporter à sa bouche, peut-être il va se dire, mais c'est quoi ça? Il faut vraiment qu'il se familiarise avec l'objet avant de vouloir le mettre dans la bouche. Même chose avec les aliments. Il se familiarise, il touche, il écrase, il lance, il tâte, il crache, puis à un moment donné, il va avaler, il va découvrir le goût des aliments parce que vous les mettez dans votre bouche. Donc, il va imiter un petit peu le mouvement. Et parallèlement à ça, on a la variété d'aliments qu'on présente à l'enfant. Donc oui, j'ai parlé des aliments les plus riches en fer. Mais là, ça, j'ai une question par rapport à ça. Vas-y. Parce qu'on entend souvent parler de l'importance des céréales qui sont enrichies en fer, que c'est donc nécessaire. Puis personnellement, moi, j'ai 3 enfants sur 4 qui n'en ont pas pris de céréales. Puis tout le monde me dit, mais voyons, tes enfants n'ont pas mangé de céréales, qu'est-ce que tu fais avec le fer? Donc, peux-tu juste nous glisser un petit mot là-dessus? Qu'est-ce qu'il y en est? Okay. La céréale, écoute, je pense c'est très aussi culturel. Ben oui, tout le monde a du pablum, tout le monde en a déjà mangé. Connaît ça. C'est comme la base. Oui, c'est comme on dit, c'est un passage obligé. Absolument. Je dirais, un enfant âgé de 4 mois qui va commencer à manger, oui, ça va être probablement un des premiers aliments riches en fer que les parents vont présenter, mais ce n'est pas le seul le plus riche en fer. Je parle de la purée, puis ensuite, je vais venir au morceau. Donc, on a également les purées de viande. Donc, les recommandations sont, on débute par les aliments les plus riches en fer, qui sont tout le règne des viandes, que ce soit donc les viandes animales, et on peut aller vers des substituts donc végétales. Donc on parle de purée de légumineuses. On peut y aller vers le tofu également, donc broyé, haché donc en purée, et on peut aller vers les œufs également. Donc tous ces aliments-là sont riches en fer, donc en parallèle avec donc, le bœuf, l'agneau, le poulet, la dinde. Donc tous ces aliments-là sont riches en fer. Dites-vous que ce fer-là qui vient de l'animal, c'est un fer qui est mieux absorbé que le fer qui est plus
mettons, végétale ou qui est ajoutée, exemple, dans les céréales de bébé. Est-ce qu'on s'entend? C'est enrichi. La céréale, elle ne pousse pas riche en fer comme ça. C'est ajouté. Et donc, les aliments dont le fer est moins bien absorbé, hyper important de les présenter avec une source de vitamine C pour améliorer l'absorption. Parce que présentement, en 2021, le manger végétal est de plus en plus mis de l'avant. Il y a de plus en plus de familles qui se tournent vers une alimentation végétale. Donc, c'est un changement aussi pour nous parce que moi, dans ma tête, la viande, c'est du fer. Mais faire ce changement-là, donc, ce que tu dis, c'est qu'on peut aller en chercher tout aussi bien dans les légumineuses, dans le tofu, tout ça. Mais c'est important, vu que c'est pas du fer qui vient d'origine animale, de jumeler avec de la vitamine C. Exact. Qui est fruits et légumes. Donc, pour faire ça simple aux parents, on dit, commencez pas à calculer, ça c'est animal, pas de vitamine C. Non. Vous mettez un fruit ou un légume à tous les repas. Avec la protéine. Peu importe la source de fer que vous avez dans votre assiette, simple comme ça. Donc, vraiment, on simplifie ça comme ça. Donc, il faut qu'elle soit présente pour pas l'oublier. Mais tu sais, on la répète plus souvent chez les familles plus végétariennes ou végétaliennes, qu'on soit vraiment à temps partiel ou temps plein végétarien. Je veux dire, la recommandation, elle est la même. Donc, c'est vraiment mettre de l'avant les aliments les plus riches en vitamine C. Puis je fais ça simple, vraiment, tous les fruits, tous les légumes, on les présente aux enfants. Et on n'est pas cheap sur le gras non plus. Pour les enfants, parce que comme adulte, comme réflexe, on essaie de couper un peu le gras. Mais pour les enfants, ce n'est pas une bonne idée. C'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Ils en ont besoin pour leur croissance. Ça leur donne tellement d'énergie et pour le développement du cerveau également. Donc, c'est hyper important. Je suis pas en train de dire faites frire vos aliments, pas du tout. Non, c'est pas ce genre de graisse-là qu'on a besoin. Non, on va les chercher par les avocats, par les beurres de noix, par les beurres de graines, dans les poissons qui sont riches en gras. Lorsqu'on cuisine, on peut cuisiner avec un corps gras, donc le corps gras que vous utilisez à la maison. Donc, c'est vraiment de porter attention aux aliments que je propose à mon enfant. Je m'assure que j'ai ma source de fer, j'ai de la vitamine C dans l'assiette, donc mon fruit, mon légume, et j'ai une source de gras. Elle peut être cachée parce que dans les viandes, on s'entend, il y a quand même un corps gras, mais ça n'empêche pas le fait qu'à côté, je peux présenter une lanière d'avocat à l'enfant parce que, tu sais, on ne mange pas des nutriments, on mange des aliments. Mais quand le parent le sait, OK, là, j'ai de l'avocat, c'est un corps gras, mais quand même, c'est une texture différente dans la main, dans la bouche, l'odeur, la couleur. C'est vraiment ça qu'on veut que l'enfant découvre. Tu sais, l'enfant, je ne vais pas lui dire, ben là, on mange du corps gras, on mange de la vitamine C, on mange du fer pour toi, c'est bon pour grandir. C'est pas ça. C'est vraiment, on expose l'enfant à la variété. Mais ça, c'est les connaissances qu'on transmet aux parents pour qu'ils comprennent pourquoi on parle d'assiette équilibrée chez le nourrisson. C'est vraiment tout ce qu'il leur faut pour être capable d'aller chercher tous les nutriments dont le corps a besoin pour grandir, tout simplement. Et découvrir les aliments, c'est vraiment avec dans le plaisir. Dans le plaisir, dans la bienveillance, sans pression. Donc, on monte comme ça quand on commence en purée chez les bébés. Donc, tout va être en texture purée. Les aliments les plus riches en fer vont être en texture purée. Puis, graduellement, on va les épaissir pour arriver au morceau. Un enfant qui est âgé de 6 mois, qui présente les signes qu'il est prêt vraiment, puis le parent veut aller de l'avant vers la DME, mais pas juste en purée, présenter des morceaux. Alors là, on va aller se diriger vers des sources de fer en morceaux. Est-ce que je suis obligée, parce que je vais répondre à ta question, de présenter la céréale de bébé riche en fer? Je te dirais, c'est un bel outil. Moi, je l'utilise souvent et pas nécessairement mélangée en purée, en cuillère et donnée dans la bouche. Par contre, je vais la cuisiner. OK. Je vais l'intégrer dans la cuisine parce que je te l'ai dit, les besoins en fer sont énormes chez les enfants. Surtout chez les bébés en DME au début qui découvrent les aliments, mais qui ne les mangent pas nécessairement, qui sont en train de jouer. Alors, je dis aux parents, écoutez, chaque bouchée, chaque lichette, on va la rendre payante. Alors, de cette façon-là, même si mon bébé a liché, exemple, une tranche de poire, ben, je vais l'avoir roulé dans la céréale de bébé. Donc, on va aller chercher un duo, céréales riches en fer, vitamine C dans mon fruit. Voilà, la bouchée, elle est payante. Mon avocat qui glisse, je vais le rouler dans la céréale de bébé. J'ai cuisiné des biscuits pour bébé. Ben, je vais remplacer une partie de ma farine par des céréales de bébé. Je veux cuire un morceau de saumon à mon bébé. Mais il va peut-être juste le téter, le licher. Bien, je vais pouvoir le rouler dans la céréale, faire comme une croûte, faire une croquette. Je peux l'utiliser de cette façon. Donc, on peut cuisiner la céréale sans nécessairement la mélanger. Je vous dirais, ça donne un bon boost en fer. Parce qu'elle est vraiment enrichie en fer, même si c'est un fer qui nécessite de la vitamine C. Donc, au même repas, je vais avoir un fruit ou un légume. Donc, il va être absorbé. Alors, je dis, pourquoi pas? Donc, on vous donne les stratégies pour le faire et
on peut présenter également des lanières de viande. Donc, c'est des viandes qui vont être soit écrasables, langue au palais. Donc, lorsqu'on parle de poisson, un poisson, c'est super facile à aller chercher ça. On peut parler d'un filoché de porc. Donc, toutes des choses qui sont faciles à gérer en steak, en bouche. C'est moyen pour à ce moment-là. On peut le faire parce que, tu n'oublies pas, crocodile. Oui. Il va mâcher comme ça. Donc, la lanière de steak, bébé ne va pas nécessairement la manger, mais il va aller la téter. Okay. Il va aller la mâcher. Puis il va aller chercher le jus. Oui, il va aller chercher vraiment le fer, le corps gras. Il va vraiment chercher les nutriments. Okay. Donc, sa lanière de steak qui était brune, risque d'être grise à la fin. Oui, je comprends. Et c'est correct parce qu'on va mettre de l'avant aussi le côté, on veut pratiquer le mâchonnement chez bébé. Alors oui, la DME a tous ses avantages pour mettre de l'avant l'autonomie. Donc, il est capable d'agripper avec son poing les aliments, d'aller mâchonner. Donc, côté oral, c'est vraiment génial pour le coco pour aller pratiquer ces mouvements-là qui vont se raffiner au fur et à mesure qu'il vieillit. Ça fait partie du développement normal de l'enfant. Donc, il y a des parents qui ont peur. Je te dirais, quand on voit leurs morceaux sortir, on se dit, il n'a rien mangé. Et voilà. Mais sachez que s'il l'a tété, s'il l'a mâché, il va quand même absorber le fer qui est à l'intérieur de l'aliment. On présente une variété de cuissons, mais tu sais, les plus faciles en DME, c'est les longues cuissons, quelque chose qui a mijoté longtemps, qui est tendre. Mais à un moment donné, je vais manger un steak, je vais pouvoir le proposer. Et si le cœur de maman ou cœur de papa dit « Je suis pas capable de lui donner un morceau de steak. » Parce qu'en DME, il arrive qu'on appelle le gag réflexe, qui est comme oui. C'est qu'on a encore. En fait, on l'a encore. On l'a encore, On l'a encore en tant qu'adulte. Brossez-vous les dents un peu trop profondes, vous allez voir que le cœur va vous... c'est exactement le même phénomène qui se passe. Oui. Mais il n'est pas à la même place chez les bébés. C'est qu'ils naissent, en fait, les enfants avec ce réflexe-là sur le bout de la langue. Donc, pour ceux qui écoutent, rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez essayé de mettre une suce à un nouveau-né dans la bouche. Qu'est-ce qui fait? Le cœur lève parce que vous rentrez quelque chose qui ressemble ni à une tétine, ni à un sein dans la bouche. Puis il n'y a pas de lait, là. Le bébé cherche à le repousser pour protéger ses voies respiratoires. Donc, on aime ça quand ils font ça, les bébés. C'est pour protéger les voies respiratoires. Vers l'âge de 6 mois, ce réflexe-là, cette zone qui va déclencher ce qu'on appelle le réflexe de gag, le haut le cœur, elle est à peu près aux 2/3 de la langue. Fait que c'est là où, lorsque je nourris bébé, je viens déposer la cuillère... des fois, le cœur lève. C'est là où, lorsque bébé rentre quelque chose dans sa bouche, des fois, le cœur lève. Donc, il va lever parce que soit il a été trop en arrière, le morceau, ou soit il est trop gros. Alors, le bébé, il ne cherche pas à vomir. Ce qu'il cherche à faire avec ce réflexe-là, il essaie de le repousser vers l'avant, essayer avec la mastication de crocodile, l'écraser et essayer de le ravaler. De façon, tu sais, le morceau est plus petit, donc plus sécuritaire pour bébé, il va chercher à le ravaler. Mais je sais que ça fait peur à certains parents parce que des fois, ils vomissent vraiment tout ce qu'ils ont mangé. Oui, absolument. Mais c'est bien aiguisé, ce truc-là. Là. Alors, lorsque le cœur lève, des fois, ils vont sortir tout ce qu'ils ont mangé, mais je pense que ça impressionne plus le parent que l'enfant. L'enfant, lui, il sait ce qu'il fait. Fait que, souvent, il va essayer de rechercher ce qui est sorti, de le ramener dans sa bouche. Fait que, on peut l'enlever et présenter d'autres aliments, mais ça veut tout simplement dire que peut-être que mon morceau, il était trop gros, celui que j'ai coupé à l'enfant, ou peut-être qu'il y en avait trop devant le plateau, puis ça en est mis trop dans la bouche. Donc, vraiment, on y va. C'est comme une valse, nourrir un enfant. Tu sais, je lui présente. Après ça, il va montrer, on observe, il va montrer des signes. Ça fonctionne pas. Puis là, je m'adapte. Fait que c'est vraiment, ça se fait à deux, c'est un apprentissage à deux, nourrir un enfant, peu importe l'approche qu'on va faire, mais ce réflexe-là, donc de gag, va reculer avec le temps et va rester là quand même. Il ne disparaît pas. On l'a mais encore. nous, c'est dans le fond. Il est un peu plus en arrière, exactement. Il est vraiment en arrière. Mais ce réflexe-là va reculer avec les sollicitations. Donc, plus bébé est sollicité, vers l'âge de 9-10 mois, habituellement, il y en a moins. Parce que bébé a compris, il a eu des expériences, il s'est pratiqué, il est devenu un meilleur mangeur, je dirais. Au début, c'est des nouveaux mangeurs, puis ils se pratiquent, puis ils deviennent bons. Ils savent, OK, ça dans ma bouche, c'est trop gros, je vais l'envoyer au niveau des mâchoires, je vais le mâcher, mais c'est un apprentissage. Donc, reconnaître c'est quoi un gag, bébé respire bien habituellement, on entend des sons. C'est pas un étouffement. C'est pas un étouffement. Un étouffement arrive lorsque je n'entends pas de bruit. En fait, là, c'est vraiment une obstruction des voies respiratoires, d'où l'importance, lorsqu'on donne des morceaux à un enfant, d'avoir suivi une formation d'atelier DME et d'avoir suivi également un cours de gestion et de prévention de l'étouffement. Pas parce que la DME met l'enfant à plus à risque, pas du tout, parce que nos enfants sont dans la phase orale très longtemps. Ils se mettent des choses dans la bouche et souvent, c'est des choses qu'ils ne voient pas dans leur plateau. Exemple, ils vont trouver une cerise à terre, une cerise rouge, ronde. Règle générale, c'est pas le genre d'aliment que je mets devant l'assiette d'un petit poupon, d'un petit bébé.
en DME ou même en purée. Donc, c'est rouge, c'est rond. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils mettent dans leur bouche. Moi, le mien a décidé de manger un pissenlit à un moment donné au parc. On s'entend, je ne lui ai pas présenté un pissenlit à manger, mais c'est jaune, c'est attirant. Il l'a mis dans sa bouche. Oui. Alors, tout ça, c'est vraiment, je pense que c'est un devoir de citoyen de savoir comment déloger les voies respiratoires, autant d'un bébé, d'un enfant et d'un adulte. Fait qu'on le recommande, mais la DME ne met pas plus à risque que l'enfant. En fait, toute approche pour nourrir un enfant qui est mal faite peut mettre un enfant à risque, que ce soit de la purée, que ce soit de la DME, c'est de savoir comment nourrir mon enfant, être outillé. Comme ça, peu importe qu'est-ce qui se présente devant moi, donc j'ai les outils pour gérer ça. Mais c'est une belle aventure. Nourrir un enfant, là, c'est une belle aventure qui se fait à 2, même à 3, parce que très souvent, les papas sont impliqués également à l'heure de repas. Mais je ne cacherai pas que c'est souvent les mamans qui assistent à nos ateliers DME, mais on sensibilise l'entourage au complet. Comment nourrir un enfant. Là, on est en COVID, fait que les grands-parents sont moins impliqués, mais à un moment donné, on va sortir, puis même les grands-parents, en règle générale, assistent à ce genre d'atelier parce qu'ils sont curieux. Pour eux, c'est nouveau. Oui. Pour eux, c'est nouveau, c'est quelque chose de différent. Mais il y a beaucoup de crainte aussi de dire je vais donner un morceau à mon bébé. Attends une minute, là, mon bébé. Oui. Mais tu sais, dis de même, je vais donner un morceau. Oui, mais c'est pas n'importe quel morceau. C'est choisi, c'est pas juste... c'est cuisiné, c'est réfléchi. Voilà, en fait, c'est le bébé fait sa purée dans sa bouche. Exact. Il l'écrase, langue au palais. Tout est cuit, tendre. Les fruits sont mous, les légumes sont cuits tendres. Mais l'enfant, côté exploration, vraiment visuel au niveau de ce qu'il sent, de ce qu'il touche, c'est complètement différent de la purée. Mais un n'empêche pas l'autre. Puis, est-ce qu'il y a des choses qui démontrent qu'un est mieux que l'autre pour l'enfant ou ça dépend de l'enfant, ça dépend du parent, j'imagine aussi? La meilleure approche, là, c'est celle qui répond aux besoins du bébé. On a des enfants, puis je pense que tu l'as nommé. Oui. Tu as essayé de faire de la purée, qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a pas fonctionné. Et si on avait insisté, qu'est-ce qui serait arrivé? On aurait développé une mauvaise relation avec l'alimentation. Ça n'était pas agréable. Oui, l'enfant pour personne. Voilà. Ni pour moi, ni pour lui. Non, l'enfant aurait vu la chaise haute, puis se serait dirigé de l'autre côté. Absolument. Déjà, anticipe l'heure des repas. Alors, moi, je dis aux parents, votre meilleur guide, là, le boss du repas, c'est le bébé, c'est pas moi. Oui. Puis, c'est pas le parent nécessairement. On les observe et on va adapter notre approche selon ce que bébé nous dit. Il nous parle avec ses mouvements, avec son non-verbaux, très souvent. Mais vraiment, il va taper la cuillère, il va la pousser. Puis, des fois, ils vont avancer vers l'assiette, puis ils vont pointer des choses. Alors, ça dit beaucoup. Et on écoute l'enfant, puis on l'adapte parce que ce qu'on veut, on veut que l'enfant mange, on veut qu'il ait du plaisir à manger. On s'entend, on va manger 3 à 6 fois par jour, à tous les jours. C'est pas optionnel, ça. Non, pour toute notre vie. Oui, et on veut avoir du plaisir, autant nous comme parents, que ce soit notre premier, notre deuxième, parce que l'expérience, elle est vraiment différente d'un enfant à l'autre. On va avoir du plaisir à nourrir notre enfant et passer un bon moment en famille, parce que c'est un moment où tout le monde se rassemble en même temps autour de la table. Alors, c'est le fun d'avoir du plaisir et non pas être stressé sur le bord de la table parce que là, je le sais pas, il va vouloir manger, pas manger, je veux la purée, lui, il en veut pas. Fait qu'on écoute bébé. Il y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Il y a des enfants que le parent a choisi, mettons, l'approche DME, puis l'enfant regarde les aliments, puis il veut pas. Il voit le parent en train de manger, lui, exemple, sa soupe, il ouvre la bouche, est-ce que je peux aussi, moi, en avoir? Mais c'est signe que bébé aimerait ça, que vous le nourrissez. On ne le refuse pas. Donc, il y a des bébés qui sont plus vers l'approche. Il y en a d'autres DME, puis il y en a qui vont vouloir un peu des deux. Et c'est correct aussi. C'est correct comme ça. C'est correct également parce qu'on répond aux besoins de notre enfant. Oui. C'est vraiment bien. J'ai une question par rapport, parce que là, moi, mon premier, je l'ai eu il y a 10 ans et demi, là, donc c'était très différent par rapport à aujourd'hui. Je sais qu'au niveau de l'introduction des allergènes, il y a des choses qui ont changé. Je sais que toi, c'est une de tes passions aussi à ce niveau-là. Moi, il y a 10 ans, on disait, on introduit les allergènes après 1 an seulement. Puis là, je sais que c'est à 6 mois. Bien, je le sais pas. C'est pour ça que je te pose la question. Mais puis là, j'entends des médecins dire, oui, mais là, à 6 mois, ils sont pas capables de montrer les premiers signes de réaction. Donc là, je pense que je suis pas la seule à être mélangée dans tout ça, là. Qu'en est-il officiellement de tout ça? Oui, des allergènes. Tu poses cette question. C'est un sujet d'adage que j'aime beaucoup, l'introduction des allergènes. Et il y a eu mettons, je te dirais, un petit consensus en janvier dernier. Alors, tu vois, c'est normal que je sois pas à jour, là. En fait, c'est qu'il y a tellement de choses véhiculées sur les réseaux sociaux que veux-tu en COVID, veux pas, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde cherche la bonne information. Et donc, ce qui en est de l'introduction des allergènes, on en a 9. Oui.
Alors, l'introduction des allergènes, l'âge d'introduction... 9, c'est les allergènes prioritaires, c'est ça qu'on appelle, hein? Oui, les 9 allergènes prioritaires. Pour les introduire chez les enfants, la recommandation est... vers l'âge de 6 mois, encore une fois, mais pas avant l'âge de 4 mois parce que ça reste que c'est un aliment. La base, c'est ça. On a des enfants qui sont plus à risque de développer des allergies alimentaires. S'il y en a dans la famille déjà, entre autres. Oui, les enfants les plus à risque, c'est ce qui est sorti dernièrement. Ceux qui sont le plus à risque, les bébés, donc en la tête de ma pyramide, sont les enfants qui souffrent d'eczéma sévère. Donc, qu'ils soient légers, qu'ils soient sévères, on va les coter, je te dirais, comme les enfants qui sont les plus à risque de développer des allergies alimentaires. Ça ne veut pas dire qu'ils vont en développer une. C'est juste que je vais surveiller. On garde vraiment ça en tête. attentivement, parce que c'est signe qu'il va peut-être avoir quelque chose. Le fait d'avoir, l'enfant lui-même a déjà une allergie alimentaire, le met plus à risque. Le fait d'avoir un parent ou un frère directement, vraiment papa, maman ou frère, sœur. C'est pas mon oncle, ma tante. Ça, non, c'est ça, c'est vraiment du premier degré. Va faire en sorte que bébé est un peu plus à risque. Mais en tête de pyramide, c'est vraiment l'eczéma chez l'enfant. Ça n'enlève pas le fait qu'un enfant qui n'a aucun de ces... aucun antécédent, aucun eczéma. Peut également développer une réaction allergique à un aliment X. Donc, on reste toujours vigilant lorsqu'on introduit les allergènes prioritaires. Une petite attention, je te dirais, particulière lorsqu'ils font de l'eczéma. Et la recommandation, elle est vers l'âge de 6 mois, mais pas avant 4 mois. Et ce qu'on me demande souvent, c'est quand est-ce que je commence à 4, mettons? Quand est-ce que je commence à 6? Mettons que mon bébé fait de l'eczéma. C'est-tu 4? C'est-tu 6? Et ça, pour répondre, là, je vais respecter vraiment en fait, mon rôle de nutritionniste et je les dirige souvent vers leur allergologue ou vers leur médecin de famille. Parce que si je parle de la théorie et les recommandations, il n'y a pas d'avantage qui a été démontré à introduire entre 4 et 6. Par contre, cliniquement, donc vraiment dans notre pratique, dans la pratique, ce qu'on remarque, nous, avec nos patients et tout ça, c'est que les enfants qui font de l'eczéma, on va préférer plus autour de 4 mois, je te dirais, que vers l'âge de 6 mois. C'est plus bénéfique. C'est plus bénéfique parce qu'on veut que l'allergène rencontre le bedon avant la peau. Donc, c'est comme la théorie de la double exposition. On ne veut pas que l'allergène rencontre la peau. C'est la mauvaise porte. On veut qu'il rencontre le bedon en premier. Et ça, c'est la décision qui va se prendre le parent avec le médecin, avec l'allergologue, s'il y en a un déjà dans la famille. C'est pas moi qui va dire aux parents, écoute, t'es plus vers 4, mais je veux juste leur émettre ce qu'on observe. Mais la recommandation, ça reste quand même vers l'âge de 6 mois qu'on peut introduire les allergènes prioritaires. C'est pas 1 an. Ça a vraiment changé. Ça c'est vraiment pour tous les allergènes prioritaires. Par contre, ce que les études ont démontré, c'est vraiment ce que je te dis là, vers 4 à 6, vers l'âge de 6 mois, c'est des données claires pour 2 allergènes en particulier qui sont arachides et œufs. Donc, ces données-là, introduire vers l'âge de 6 mois, partent vraiment de l'arachide et de l'œuf. On a vraiment des données qui vont dans le sens que le plus vite je l'introduis et plus je diminue le risque de développer l'allergie vers ces allergènes-là. Est-ce que c'est la même chose pour les autres? Mais pourquoi ça serait différent? Pourquoi ça serait différent? Mais c'est qu'on n'a pas de données. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit les allergènes prioritaires, oui, on peut les commencer vers l'âge de 6 mois, mais si vous en avez à en choisir 2, là, commençons par ceux-là. Arachide et œufs, par petite quantité, par la bouche de l'enfant. Et est-ce que je vais commencer journée 1 par œuf et arachide? Non. Non. Pourquoi? Mais il y a des parents qui disent, oui, moi, je suis prêt. La seule chose, c'est que dites-vous, vous introduisez premièrement un nouvel aliment. Vous savez pas comment un bébé réagit à un nouvel aliment. J'aimerais ça voir, moi, des signes. Est-ce qu'il crache? Est-ce que le cœur lève? Est-ce qu'il se met à pleurer? Là, je saurais pas. Est-ce que c'est parce que c'est le nouvel aliment ou est-ce que c'est l'allergène? Alors, je dis aux parents, souvent, tu sais, les premiers jours, introduisez des choses qui sont non allergènes. Puis une fois que vous avez compris un peu comment un bébé réagit, vous comprenez un petit peu sa réaction, il grimace, il pousse, bien là, vous allez voir quand c'est un allergène, il crache, c'est parce que vraiment c'est nouveau, il n'aime pas ça, c'est pas parce que nécessairement c'est une réaction, il pleure parce que c'est peut-être trop chaud, c'est peut-être trop froid. Vous allez avoir expérimenté d'autres aliments. On peut s'adapter ensuite. Et voilà, on a expérimenté d'autres aliments avant de tester arachide et œufs. Alors, c'est la raison pour laquelle... Je suis pas très à l'aise. Allez-y, œuf arachide, premier aliment. Non, on fait attention quand même parce ça reste des allergènes prioritaires. Donc, ça, c'est possible. Oui, c'est possible. Ça. Oui, donc on les introduit, on dit...
2-3 expositions. Oui. On s'entend. On peut développer une allergie alimentaire à n'importe quel âge. Mais lorsqu'on les introduit, c'est vraiment une recommandation lorsqu'on les introduit, de les introduire un à la fois, de ne pas faire genre une toast au beurre d'arachide, faire blé, œuf en même temps. C'est vraiment un allergène à la fois, 2-3 expositions. C'est pas nécessaire que ce soit lundi, mardi, mercredi. Non. Ça peut être le lundi, le samedi parce que le chum il est là pour dans la semaine. Mais de refaire 2-3 expositions et d'être vigilant par la suite, tout simplement. Si bébé développe une réaction plus tard, bien, vous le savez que c'est peut-être cet allergène-là parce qu'il est présent, exemple, dans une recette. Oui. Mais lorsqu'on introduit, c'est un à la fois, par la bouche, pas badigeonner sur la peau. Oui. Parce qu'il y avait ça aussi, moi, il y a 10 ans, là, c'était là sur son bras. Oui, on le sait que la peau des enfants, déjà, est plus sensible que la peau d'un adulte. Un enfant qui fait de l'eczéma en plus, oh non, on ne badigeonne pas les enfants avec des aliments parce qu'ils risquent de réagir, de rougir. De toute façon. Tout simplement parce qu'ils sont irrités. Et là, ça peut être, mettons, une fausse... on peut l'interpréter, exactement, une fausse interprétation d'allergie. Et là, on va retenir cet aliment-là inutilement quand on le sait qu'il faut l'introduire par le bedon. Oui. Donc, on va comme créer une éviction inutile. Donc, on évite l'évitement inutile en alimentation. Oui. On introduit et on observe l'enfant. Et c'est la même recommandation, même si on a d'autres membres de la famille qui ont des allergies alimentaires. Je sais que ça peut devenir un peu stressant. Mais je pense que les parents sont peut-être un petit peu plus allumés aussi. Ils surveillent plus. Clairement. Ça devient plus stressant, mais on est plus à l'affût un peu. On est plus à l'affût, mais il y a aussi la crainte de protéger le membre qui est allergique. Exemple, ils ont un petit frère ou une petite sœur qui est allergique aux arachides. Puis là, j'ai un nouveau bébé, puis j'aimerais ça savoir s'il est ou il n'est pas. Bien, il y a des petits trucs, astuces. On peut l'introduire à l'extérieur de la maison. Au restaurant, à la garderie. À la garderie, non, on ne peut pas à la garderie, mais ça peut être à l'extérieur. Donc, on est dans notre cour. On est assis dehors. Donc, je vais utiliser des choses jetables. Ça ne rentre pas dans la maison. Ça ne retourne pas dans la maison. Oui, absolument. Voilà. Et donc, on nettoie la bouche du bébé. Il boit du lait, il boit de l'eau, il va manger autre chose. Et donc, on peut tester. Il ne faut pas le retenir par crainte parce qu'il faut vraiment l'introduire plus rapidement pour réduire le risque de développer également une allergie. Et c'est pas parce que frère, sœur, papa, maman a une allergie aux arachides que le bébé est plus à risque de développer la même allergie alimentaire. C'est vraiment juste des allergies en général. Ça peut être un autre aliment. Ou ça peut être tout simplement juste de l'asthme, ou il va juste développer de l'eczéma, tout simplement. Mais on est juste plus conscientisé, je pense. On est plus informé et on est outillé. Donc, on sait quoi faire si jamais il y a une réaction. Mais là, on appelle 81911, puis ils vont vous guider selon le degré de la sévérité, selon la réaction. Mais n'ayez pas crainte, il faut l'introduire pour savoir s'il est ou il l'est pas. Et dans les études et dans la pratique, on ne voit pas nécessairement de difficultés respiratoires dès les premières expositions. Oui, ça en prend une ou deux, 2 ou 3, là, c'est après. Oui, puis en fait, c'est qu'il faut, la peau va parler en premier. Très souvent, on va avoir des rougeurs, de l'enflure. Puis là, la peau va parler. Vous allez voir, il y a quelque chose de différent tout de suite ou quelques heures après l'ingestion de cet allergène-là. Fait que, on se pose des questions. C'est pas un enfant qui a mangé sa cuillère d'arachide, exemple, la 2e, 3e journée, qui se met à avoir de la difficulté à respirer. Très souvent, c'est une cascade. On va commencer par des symptômes, très souvent au niveau de la peau, je vous dirais, là, au niveau de la peau, puis à un moment donné, il y a une cascade. Fait que on reste attentif, puis on appelle 81911, puis on consulte par la suite. Ouais. C'est vraiment intéressant, puis on pourra en parler encore. D'ailleurs, on te reçoit sur un prochain podcast aussi pour parler d'un autre sujet, tout en lien avec la nutrition. Cosette, merci. Merci. Puis as-tu un petit mot de la fin pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici à propos de l'introduction des aliments? Dites-vous, notre approche est nourrir le bébé dans la bienveillance, remplie de nuances. Le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir à nourrir mon enfant et le plaisir de l'enfant à être présent à table avec vous. Ça, c'est votre objectif. Merci. Ça fait plaisir.